J'arrive aux questions orales qui m'ont été déposées par le collectif, les élus du collectif. Donc voilà, bah, écoutez, allez-y. Il y en avait beaucoup, je voudrais faire une petite observation. Il y en a quand même beaucoup. En fin de conseil, il faudrait peut-être faire en sorte, vous savez qu'on a 30 minutes dans le règlement intérieur. Alors, mettez-les avant. Oui, bon, après, moi je peux. Vous pouvez les mettre avant. Non, je peux traiter. Non, mais vous les mettez là où vous voulez. Non, mais ce sont des questions qui ont. Lionel, pendant l'ensemble de ce conseil, tu es allé au fond avec un bon nombre de questionnements à laquelle j'ai pris soin de répondre. Là, concernant les questions qui me sont posées, ce sont des questions importantes, stratégiques, qui engagent la commune. Donc, ce n'est pas qu'une réponse de coin de table. D'accord ? Alors, moi, si vous voulez une réponse de coin de table, je peux toujours en faire une. Il n'y a pas de problème, je vais vous boucler ça, ça ne va pas durer longtemps. Mais je pense que c'est dommage, sur des questions qui sont d'ordre politique, importantes, qu'on ne puisse pas avoir le temps d'aller au fond. Ça, c'est mon observation, je dirais, avant même de vous répondre sur les points que vous avez proposés. Et je resterai fidèle aux 30 minutes qui nous est accordées pour cet exercice. La dernière fois, vous aviez fait à peu près la même remarque. Et en fait, je l'avais chronométré, on avait le même nombre de questions. Et alors, on a fait 35 minutes. Bon, il y avait un dépassement de 5 minutes. Donc, de fait, je suis partie sur le même nombre de questions. Maintenant, en effet, le règlement intérieur prévoit si ça prend trop de temps, on peut le décaler, on peut vous l'envoyer également par question écrite par la suite. Vous pouvez aussi faire le choix de faire une première réponse et qu'on en reparle à un prochain conseil municipal. C'est au moins une première réponse, et encore une fois, il y a des questions qui sont posées par les habitants, donc ça me semble important de pouvoir leur répondre. Du coup, la première question sur la petite enfance, vous avez porté ces 2 derniers mandats le projet d'installation d'une microcrèche sur le village. Il s'agit d'abord d'un projet de microcrèche intercommunale, puis d'une microcrèche avec un acteur privé. Où en est ce projet de microcrèche? Est-il abandonné? Si oui, pourquoi? Deuxième question, la chaîne de crèche associative TPF, merci, avait réalisé une étude sur les besoins en vue d'une potentielle installation. Quels étaient les points forts des résultats de cette enquête? Et le dernier point, une étude en besoin en accueil de petite enfance existe-t-il à l'échelle du Grand Pic Saint-Loup et ou de la commune des Matelles? Ouais, je ne vais pas avoir la méchanceté de prendre 30 minutes pour répondre à la première. Mais je pourrais. C'est votre temps. Non, plus raisonnablement. Déjà, la question, vous la posez à qui? Au maire de la commune des Matelles? C'est bien au maire que vous posez la question. Oui. On est d'accord? Oui. Bien. Donc c'est le maire qui va répondre. Donc je n'ai pas porté dans mon mandat de projet d'installation de crèche, de micro-crèche. J'en étais pas compétent. On aurait pu réfléchir à une crèche communale. De vraiment, ça n'a jamais été à l'ordre du jour de réfléchir à une crèche communale, alors que la côté de commune, en effet, avait pris des dispositions pour traiter le sujet des crèches et de la petite enfance. Bon, je suis un peu gêné sur le sujet parce que c'est vrai que je maîtrise un petit peu les deux entités et je ne sais pas trop si je dois vous apporter une réponse communale ou une réponse intercommunale. Je veux dire, dans ce domaine, on est quand même sur ces 2 piliers. Alors peut-être vous rappeler qu'en effet, il y a une étude qui a été lancée en 2010 par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup pour identifier sur le territoire les besoins en petite enfance. Notre commune des Matelles a été identifiée avec une potentialité à accueillir, au regard du bassin de vie qui est le nôtre, une installation. On ne parle pas de micro-crèche à l'époque, une micro-crèche c'est très récent, on parle de crèche communautaire. Pour ce faire, on a pris quelques contacts pour analyser les lieux potentiels à l'installation d'une possible crèche sur notre commune. La maison de retraite de Notre-Dame-des-Champs et notamment les locaux de la congrégation Notre-Dame-des-Vignes avaient
répondait, je dirais, aux exigences de locaux avec un espace qui aurait pu être aménagé. La communauté de communes a engagé une étude, pratiquement une APS même, je dirais, donc c'est quand même assez loin, sur l'identification, avec un chiffrage qui n'a pas donné suite derrière à une concrétisation. Tout simplement, la congrégation n'a pas voulu aller plus loin dans la mise à disposition de ces locaux. Donc le projet s'est arrêté. En ce qui concerne notre commune d'Ématelles, on n'a jamais porté de projet de crèche. Et en ce début de mandat, on avait dit d'ailleurs, on l'avait expliqué pendant notre campagne, qu'on voulait dans un premier temps consolider le travail accompli par nos assistantes maternelles, qui font un travail remarquable pour notre commune au service de nos habitants. Notre orientation a été de les accompagner et de leur mettre à disposition, malheureusement stoppé par le Covid, mais mettre à disposition, après avoir s'est engagé dans une association, donc ça y est, l'association est créée désormais, elles travaillent maintenant beaucoup plus les unes avec les autres, et on leur met à disposition donc, le local du 3e âge tous les matins pour leur permettre donc d'être avec les enfants, de profiter, d'aller au parc, et puis également même les jours où, parce que le club du Liron utilise très peu finalement cette salle, juste 1 ou 2 après-midi, je crois, par semaine. Donc ils ont désormais un lieu, donc ça a été notre voie, ça a été la trajectoire qu'on a suivie. Parallèlement à ça, les travaux communautaires continuent. C'est une compétence que je pense qui doit être communautaire, qui ne doit pas être communale. Je suis contre aujourd'hui le développement des crèches municipales. Alors, je ne trouve pas que c'est la bonne mesure. Il existe 5 crèches sur le territoire intercommunal. Elles fonctionnent très bien. Et je pense que collectivement, on arrive à les faire fonctionner. Quand c'est une crèche communale, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, il naît des projets privés avec des sollicitations permanentes. J'en ai quasiment une fois par mois ou tous les 15 jours, j'ai une demande de rendez-vous pour des porteurs de micro-crèches privées. La micro-crèche privée, aujourd'hui, forcément, ce qu'elle cherche, c'est des locaux pas chers ou des terrains pas chers. On n'a pas ça sur notre commune. Très clairement. Donc, ils poursuivent leur chemin et ils cherchent ailleurs. Pour aujourd'hui, on n'a rien pour eux. Okay. Voilà pour répondre à peu près. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 5 crèches avec 145 places sur le territoire. Assas, Saint-Martin-de-Londe, Saint-Mathieu, Vaillocès, Valfonès. Récemment, on a repris une crèche communale à Valfonès. Et je voulais rappeler également le rôle que jouent les relais d'assistance maternelle pour pouvoir coordonner la petite enfance. Ça fonctionne bien. Donc dans un premier temps, nous, l'orientation, accompagnement des assistantes maternelles, et on les accompagne dans leurs activités. Alors, j'ai le projet crèche associative TPF, là. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, en tous les cas, je n'ai pas commandé cette étude, donc je ne connais absolument pas les résultats. Oui, deuxième point. Oui. Le deuxième point sur la prime Covid. Les agents de la commune ont-ils reçu une prime Covid lors du premier confinement et lors du second confinement? Si oui, quelles catégories et quels services ont été concernés? Quels agents ont été concernés? Selon quels critères cette prime a été-elle versée? Merci de nous préciser les règles d'attribution. Si le personnel de mairie n'a reçu aucune prime, pourriez-vous expliquer ce choix, s'il vous plaît? Alors en effet, il n'y a eu aucune prime Covid qui a été versée au personnel. Tout simplement parce que on a considéré que le personnel, notre personnel en tous les cas, n'a pas été en exposition particulière en lien avec le Covid. On a fait en sorte de protéger notre personnel au maximum. Je rappelle que cette disposition était tout de même au départ orientée pour des établissements spécialisés, notamment les établissements en lien avec le soin, l'enseignement, des établissements aussi orientés sur la base
d'éducation adaptée, accompagnement social, médico-sociaux. Donc voilà, on est quand même un petit peu éloigné, je dirais, du contexte. Donc, on n'a pas versé de prime Covid. Vous l'avez vu, on a fait des décisions modificatives qui étaient nécessaires pour réalimenter le budget RH. Là, franchement, sur le budget 2020, là, par contre, ça va nécessiter peut-être une augmentation de crédit par rapport à notre prévisionnel de budget. Là, pour 2020, il n'y a pas de prime prévue pour les salariés. Par contre, 2021, on fera le bilan, on verra dans quelle configuration on se trouve. Et bien évidemment, si des primes devaient être attribuées, elles le seront pour réellement des applications particulières. Question suivante. Donc ma dernière question, c'est sur la sécurité. Des études sont en cours pour réanimer le cœur de notre village. Il s'agit d'un processus long qui prendra plusieurs années. En attendant, un sentiment d'insécurité peut être ressenti par les piétons qui fréquentent les commerces le long de la centrale du Val de Montferrand. Cela tient à la fois à la vitesse excessive de certains automobilistes, mais aussi à l'absence de trottoir d'un côté de cette rue. En attendant la réalisation des travaux à long terme pour la traversée du village, quelles solutions à la mise en sécurité à court et moyen long terme peuvent être envisagées et proposées par la mairie? Alors, tous les dispositifs qui pourraient être engagés par la mairie devront se faire en partenariat avec le département de l'Hérault, parce que ce sont quand même, on est sur la voie départementale, donc forcément c'est avec le département de l'Hérault. Ça fait partie du projet d'études urbaines, hein, c'est dans le cadre d'études urbaines. En attendant, les premières mesures qui sont prises, c'est notamment de dégager les trottoirs de tout ce qui peut les encombrer. Ça a d'ailleurs été fait la semaine dernière, ça a suscité d'ailleurs des réactions sur Facebook, j'en suis navré, parce qu'il était tout de même question de sécurité, et je trouve dommage qu'il y ait une telle réaction, assez insultante d'ailleurs je trouve, alors que notre travail c'est de veiller à la sécurité de chacun et de tous. Donc la première des règles, oui, c'est de désencombrer le peu d'espace qui est réservé pour les piétons. Donc cette mesure a été appliquée récemment. Ensuite, bon, la configuration de notre village est ainsi faite. Les dispositifs béton qui protègent les piétons sont là. Je pense qu'ils les protègent assez bien. Ils ne sont pas très larges, c'est pas très très confortable. Mais bon, ça a quand même le mérite d'exister. Il faut par contre lutter contre la vitesse. Et là, j'en appelle à tous les Matélois et Matéloises. Moi, je me promène souvent dans le village, j'en croise des Matélois et des Matéloises qui roulent un peu vite, permettez-moi de le dire. Alors, c'est notre sécurité à tous. Donc, moi, mon message de ce soir, pour répondre à la question posée, faisons tous un vrai effort sur notre comportement. On a mis devant le tabac-presse une priorité à droite. Il y en a qui s'arrêtent, qui pensent que c'est une place de stationnement. C'est pas fait pour ça. Il y en a d'autres qui ne s'arrêtent pas du tout. Ils passent alors qu'il faudrait marquer un temps d'arrêt. Voilà. Donc, je crois que c'est l'effort de chacun avant tout. Et par la suite, on fera mieux. Je voulais, et je profite de cette occasion, de cette question qui m'est posée, notamment sur l'appel à projet qui a été lancé par le département de l'Hérault, concernant la possibilité. Et nous avons un projet qui a été retenu sur la route de Les Cévennes, avec la proposition d'une sécurisation de la route de Les Cévennes. Je veux montrer ici toute la satisfaction du conseil municipal et je remercie notre administré qui a déposé pour l'ensemble de la commune cette proposition d'aménagement. Pour autant, j'ai été un petit peu chagriné par le montant qui avait été attribué à cette opération. Je le rappelle ici, 5 000 €. Alors, moi, vous savez, si pour 5 000 €, on peut refaire la problématique de la route des Cévennes, je vais vous dire, je vais dans une grande générosité, une grande bonté, je veux bien casser le budget et je veux bien vous la promettre, je dirais, et vous l'aurez dans vos souliers devant le sapin de Noël. Est-ce que ça vous convient? Moi, forcément, pour 5 000 €, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Donc, je suis un petit peu déçu de cette qualification d'un sujet qui est important, qui laisse penser qu'aujourd'hui, c'est de la négligence communale, permettez-moi de le dire,
je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette... voilà. Et ce dispositif que j'accompagne de tous mes voeux, j'aimerais qu'on mette le bon niveau et la bonne hauteur de ce qui est vraiment nécessaire, en tous les cas, sur cette voirie pour rendre la sécurité aux riverains. Donc merci d'avoir posé cette question, c'est une bonne occasion pour moi d'y répondre. Bien, on change de main. Je vous pose une question, monsieur le maire, sur la fibre optique. Alors, vous pouvez répondre très laconiquement, puisque je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui les éléments, mais on nous l'a posé, donc je vous la pose aussi. À l'heure de tout Internet ou presque, il me semble important de communiquer sur le déploiement de la fibre optique dans notre village. Si l'arrivée de la fibre jusqu'au NRA a permis à un certain nombre d'habitants d'améliorer leur débit, nous sommes encore loin du très haut débit. Il y a quelques semaines, une affichette a été déposée dans l'entrée d'un bâtiment de la rue des Célènes, générant des interrogations. Voici les questions que nous vous posons. La première porte sur le déploiement de la fibre optique au Motel. Le département de l'Hérault et son prestataire nous ont-ils transmis un calendrier précis avec les zones concernées? Et peut-on envisager une date pour avoir la fibre optique aux portes des maisons? La seconde concerne ce que les habitants ont à faire pour s'y préparer. Quelles démarches devront-elles entreprendre? Alors, le programme de déploiement de la fibre par le département de l'Hérault est prévu sur une période qui est étalée de 2018 à 2022. Donc, on s'en approche, 2020 est bientôt achevé, il reste 2 ans pour terminer ce déploiement. Il a été convié à la société Covage, qui est chargée de la mise en œuvre, de la commercialisation aussi, c'est eux qui sont chargés de cela. En ce qui concerne notre commune, moi, je n'ai pas de calendrier. La société Covage est intervenue il n'y a pas très longtemps. Elle a posé dans le village des boîtiers, des petits boîtiers, donc en lien avec les câbles qui sont déjà existants. Ces petits boîtiers donc, sont les boîtiers qui nous permettent donc, de la mise en œuvre de la fibre. Ça a été un petit peu compliqué pour nous parce qu'ils ont été obligés de demander des autorisations. Notamment pour les architectes des bâtiments de France, qui m'ont interrogé sur le fait que je puisse moi aussi donner un avis sur ces installations. Parce que le but, c'était pas de recréer des lignes un peu partout. Donc le calendrier, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Par contre, il y a un site, et sur le site héronumérique.fr, il y a la possibilité pour chacun de nos administrés de pouvoir déjà vérifier qu'il est bien sujet au débit, qu'il a bien les conditions requises pour être au débit, mais je ne pense pas qu'il s'y trouve un calendrier précis. Moi, en tous les cas, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Le nœud de raccordement à la fibre qui a été construit par la municipalité il y a maintenant 5 ans à peu près de ça, est prêt, structuré, d'ailleurs la fibre a été amenée. Donc elle est à l'entrée de la commune, elle est là. Maintenant, il y a toute la fibre à tirer dans tous les villages. C'est-à-dire qu'il va falloir passer la fibre dans l'ensemble des réseaux en place télécom. Là, j'ai un peu de crainte, encore une fois, parce que il y a des réseaux qui vont, on me dit ça va passer, il y en a que ça ne va pas passer. Moi, je le dis très clairement ce soir, il n'est pas question d'accepter des poteaux en bois partout dans le village pour pouvoir amener de la fibre. Parce que alors là, moi je vous le dis, là, je ne vais pas du tout valider cette opération. Donc il faudra, je ne sais pas comment il faut faire, vous débrouiller. Bon, une fois que ça sera fait, chaque foyer aura donc un boîtier devant son là où il y a déjà l'autorité du téléphone, et il sera à la charge de chacun de faire la poursuite de cette fibre jusqu'à la maison. Ce n'est pas une messe à faire. Enfin, j'en mesure, moi, les travaux qui vont être nécessaires pour chacun de nous. Et tout ça va avoir un coût, puisque derrière, après, il faudra que les administrés aillent auprès des opérateurs, trouver l'opérateur qui sera le plus adapté par rapport à ça. Donc voilà à peu près la situation. Moi, je n'ai pas de calendrier. Je sais une chose, c'est que 2022, tout doit être frais. Donc je me dis, ça va bouger. Et j'espère surtout que ça se passe bien et qu'on n'ait pas être confronté à des installations farfelues. Merci. Donc, l'autre question que j'ai failli pas maintenir,
dont des habitants du vieux village, fortement impactés par les fientes de pigeons, continuent de se plaindre de ce désagrément qui pose aussi des problèmes sanitaires. Certes, la Covid a perturbé des opérations prévues sur le pigeonnier, et nous avons bien lu l'article sur le dernier Matélois sur le sujet. Cependant, il faut bien prendre en compte les plaintes des riverains et rechercher d'autres solutions. La question étant donc, outre le nettoyage quotidien des ruelles, quels autres mécanismes de lutte la mairie peut-elle proposer? Alors, il n'y a pas 50 solutions hein, pour les pigeons, tout le monde cherche la meilleure, il y en a peu qui les trouvent. Il faut faire attention parce que, il ne faut pas maltraiter l'animal, il ne faut pas non plus le nuire, hein, ça reste un animal qui a ses droits, hein, comme tout autre. Donc on doit essayer de trouver une politique, je dirais, de prévention, mais il ne s'agit pas d'éradiquer non plus le pigeon. Deux méthodes aujourd'hui existent pour ça. Donc c'est en effet le pigeonnier. Je remercie Christian d'ailleurs d'avoir mis en place cette initiative, ce qui s'appelle un pigeonnier contraceptif. Vous en comprenez le sens. Il est installé, il est en place, il fonctionne, mais le demeurant, on a été contraint puisque l'agent qui était mandaté pour s'occuper de ce pigeonnier, Covid étant, il était interdit, et c'est le ministère de l'Agriculture qui les a empêchés de pouvoir faire leur travail. Alors évidemment, tout ce qu'on avait fait, parce qu'on a commencé par piéger les pigeons. Hein, il y avait une cage de reprise, trier un peu comme une première sélection, puis après l'installation du pigeonnier, écoutez le pigeonnier. Alors on était bien parti, ça allait mieux, tout s'est arrêté. Alors, on est reparti à la case départ, quoi. Et entre-temps, les pigeons... hein, ah oui, il est en pleine reproduction. Hein. Les pigeons, on a plus que ce qu'on en a jamais eu. Et en plus, on n'a pas que des pigeons. Il y a des... Comment on appelle ça? Des choucas. Bon, je sais pas le terme chouca, moi des corneilles, je pense plutôt. Des choucas, les choucas. Ah, c'est les choucas, non, des choucas. Alors les choucas, il y en a, mais attendez, moi des fois, le matin j'arrive, il y en a 50 là sur le goudron. Il y en a beaucoup. Donc, oui, on est un peu envahi par tout ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de nettoyer, hein, et on y passe beaucoup de temps. On a décidé toutes les fins de semaine, tous les vendredis, de passer vraiment beaucoup de temps pour que le village reste propre, au moins pour le week-end, quand il y a des visiteurs. Et le reste du temps, il faut aussi faire attention au nourrissage, parce qu'il y a encore des personnes qui nourrissent les pigeons. Hein, alors, on ne va pas s'en sortir, hein, si on nourrit en plus les pigeons, hein, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, nous, on attend la possibilité de pouvoir remettre le système en route. Hein. S'il faut refaire une campagne de piégeage, on pourra l'envisager, mais pour l'instant, on est un peu bloqué. Hein. C'est pas bien. Après, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est la pose de grillage dans les endroits où il ne faudrait pas qu'il soit, les filets et les picots. Voilà. Ça marche plus ou moins bien. Donc oui, on est ennuyé, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut continuer, on finira par y arriver. 4 ans. Mais le problème entre-temps, c'est qu'on est reparti à zéro. Deux dernières questions. Une sur les appels d'offres. Est-ce que vous pourriez rappeler le détail en fait, des seuils de procédure et de seuils de publicité auxquels est soumise notre commune? Je ne demande pas de tout nous dire, mais je sais qu'il y a eu des modifications en fait, récentes, on peut peut-être appuyer sur celle-là. En cas de publicité libre ou adaptée, sur quel support la mairie a-t-elle choisi de faire connaître les appels d'offres et d'informer les candidats, et quels ont été les marchés concernés par ces procédures et cette publicité en 2020? Alors, oui, il y a eu une augmentation des seuils qui est passée de 40 000 à 70 000, là très récemment, c'est le décret du 22 juillet, hein, qui a remonté les seuils des marchés publics. Après, bon, on n'a plus que la grille, hein, bon, alors, on pourra vous la donner, hein, on l'a sortie, hein, donc forcément on se conforte à la grille. Après, la publicité, on fait les publications habituelles, classiques, hein, le BONP, l'IDI libre, tout ce qui est, je dirais, nécessaire, hein, comme font d'ailleurs la plupart, c'est ce qu'on appelle les annonces légales, hein, évidemment on les pratique. Il y a également le journal officiel de l'Union européenne aussi, hein, qui fait partie puisque maintenant pour les consultations de marché public, l'Europe peut aussi candidater. Et concernant les projets
qui sont en cours. J'en ai quelques-uns, peut-être que Pierre, tu compléteras si je me trompe. Il y a le travaux de chemin Boulares. Le marché est engagé et l'ouverture des plis, me semble-t-il, c'est la semaine prochaine, mercredi. Il y a la délibération qui a été prise ce jour pour le lancement d'études urbaines qui fera l'objet aussi d'un appel d'offres, mais je ne crois pas que j'en ai d'autres. Attends. Juste une précision par rapport au Covid. Le marché public, c'est 40 000 € hors taxe. Au-delà de 40 000 € hors taxe, en dessous, c'est 3 devis, une consultation qui est libre. Avec le Covid, on nous a permis le seuil est passé à 70 000 € hors taxe pour le marché de travaux. Alors, bien de travaux. Et là, ça a été publié hier au JO. L'État le passe, c'est la loi ASAP, le passe à 100 000 € hors taxe jusqu'à fin 2022. Marché de travaux, bien sûr. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, on doit faire un bon usage des deniers publics, sauf qu'on n'est pas obligé de faire la procédure d'appel de marché public. Et comme l'a dit M. le maire, le seul marché public, c'est Moulares. L'extension de l'école élémentaire, on est passé à un marché d'urgence, donc on a fait directement avec une société. Et ce à venir, c'est l'étude urbaine. L'appel va être lancé semaine prochaine. Et c'est une appréciation intellectuelle, donc on n'est pas sur les mêmes normes. Ça faisait pas partie de la question, mais peut-être penser pour le futur site internet, je ne sais pas si vous avez pensé aussi à pourquoi pas mettre les appels d'offres, ça se fait dans d'autres communes aussi pour les publier. La dernière question, c'est sur la fermeture des restaurants. Vous le savez, on a 3 restaurants dans notre commune qui ont été fermés au premier confinement, qui le sont une nouvelle fois. Alors, jusque mi-janvier, d'après les dernières annonces gouvernementales, si elles ne changent pas, ces fermetures, évidemment, on le sait, les impactent fortement et peuvent hypothéquer leur avenir. Comment la commune peut-elle les aider et des mesures de soutien leur ont-ils été déjà proposées? Alors, à l'échelon communal, je suis vraiment désolé, mais c'est pas le bon niveau, quoi. Nous, on est une petite commune rurale, nous, on peut pas, franchement, on peut pas faire. Par contre, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, il y en a de nombreux. L'État, qui a quand même mis pas mal de dispositifs en place, notamment dans le plan de relance, tourisme, avec des accompagnements particuliers pour les établissements, notamment pour la restauration. Il y a la Banque des territoires aussi, qui a apporté aussi un certain nombre de financements et d'aides, alors sous différentes formes. Ce sont parfois des prêts, il y a des prêts aussi qui ont été consentis, il y a des reports de charges, il y a l'URSSAF aussi qui a apporté des retours. Donc si vous voulez, il y a tout un tas de dispositifs. Je crois que la grosse difficulté aujourd'hui, et c'est celle que je pointe moi ici ce soir devant vous, c'est la complexité de l'ensemble des mesures qui, je ne vous ai pas apporté le tableau de synthèse que j'ai demandé au service de la communauté, puisque c'est une compétence communautaire, le développement économique, et rien que le tableau, je dirais, récapitulatif de l'ensemble des aides en fonction des provenances et des biens, c'est un labyrinthe incroyable. Et le problème, c'est que lorsque ces petites entreprises, ces petits commerces se connectent sur les sites, voire connectent sur les liens, quand il faut cocher les cases, il y en a toujours une qui ne coche pas, il y en a toujours un truc qui manque, et donc ils sont un peu dans la panade. Donc il y a bien des aides qui leur sont attribuées. Je ne suis pas certain qu'elles soient dimensionnées par rapport à leurs problèmes, surtout ceux qui veulent. On en est vraiment désolé. Aujourd'hui, on essaie de les accompagner. Cédric a fait les nécessaires, en tout cas à ceux qui ont manifesté aussi des besoins, parce que ceux qui leur apportent le meilleur aujourd'hui, la meilleure information, ce sont leurs comptables. Et je rappelle que les services de l'Interco, le service de développement économique de l'Interco est là aussi pour répondre à leurs besoins. Il y a un service pour ça. Et on essaie de les accompagner. En ce qui concerne la brasserie bar du Donjon, qui sont dans un local communal, pour l'instant, on a fait du report de loyer, sachant qu'il est interdit aujourd'hui d'exonérer les loyers en tant que collectivité. On ne peut pas exonérer le loyer. Pour autant, on a suspendu. Il nous appartient en tous les cas de ne pas déposer ou de ne pas mandater les loyers pendant la période. Voilà, ça on l'assume. Mais pour autant, on devrait normalement mandater les loyers.
Vous voyez, comme quoi les choses sont quand même un peu bizarrement faites. Pour les autres établissements, ils sont malheureusement dans des espaces privés, ils louent des bâtiments. Il faut que leur bailleur soit indulgent et qu'il leur accorde aussi des délais, peut-être sur les loyers, ou leur fasse quelques accompagnements. Donc, on fera le point avec eux, on subit, tout le monde subit en ce moment, c'est compliqué, les aides ne sont pas forcément adaptées à tous les niveaux. Merci. Et donc, nous sommes au bout. Vous avez signé tous les documents. Très bien. Écoutez, merci de votre patience, de votre écoute.